Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à bord de ce vol Eastern Airlines 401. Je m'appelle Charles, je serai votre commandant de bord le temps d'une vidéo, avec une vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui, qui va donner lieu à un grand mystère. Mais je vous laisse le suspense. C'est qui Pence? Pierre se cloche la vidéo là, bon, franchement. Alors restez bien jusqu'à la fin parce que vous n'êtes pas prêts pour ce que vous allez entendre, et surtout pour ce que vous allez voir. On va faire péter les effets spéciaux. En attendant, vous pouvez vous abonner et puis attacher vos ceintures et on décolle tout de suite. V1. Rotation. Nous sommes le 29 décembre 1972. Le vol Eastern Airlines 401 décolle de l'aéroport de New York pour se rendre à Miami. Pour une fois, je vous épargne l'avion, c'est pas un Boeing, c'est pas un Airbus, c'est un Lockheed TriStar. Un gros porteur des années 70, mais vous ne le savez peut-être pas d'ailleurs, mais le TriStar, quand je vous dis que c'est un gros porteur, c'est qu'il pouvait dans certaines versions transporter jusqu'à 400 passagers, ce qui fait quand même un bon nombre d'ailleurs. D'ailleurs, je crois qu'il y en a un abandonné sur l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. Peut-être qu'on en parlera une prochaine fois, peut-être même qu'on tentera de y aller. En attendant, on retourne à notre TriStar. Celui-ci est piloté par le commandant Robert Loft, 55 ans et environ 30 000 heures de vol. Albert Stockstill, plus jeune, un copilote de 39 ans et 6 000 heures de vol. Le mécanicien navigant, Donald Ripo, on va parler d'un autre Donald d'ailleurs dans la vidéo, 51 ans et 17 000 heures de vol. Bon, on a une bonne équipe compétente, à part le copilote qui a un petit peu moins d'heures de vol. Bon, voilà, l'équipage a un beau bagage de pilotage d'avion, et peut-être aussi des beaux bagages en soute, mais bon, enfin ça, après c'est leur problème. Reparlons vite fait de l'avion. Ce TriStar a au total près de 1000 heures de vol et un peu plus de 500 cycles, ce qui fait un avion plutôt récent, hein. Il avait été commandé quelques mois auparavant par la compagnie Eastern Airlines. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? L'avion décolle et entame sa phase de montée. Aucun souci n'est à signaler et aux alentours de minuit, le TriStar peut entamer son approche en direction de l'aéroport de Miami. Dehors il fait beau, enfin il fait surtout nuit quoi, voilà, mais je pense pas que ça nous aide beaucoup. Dans la cabine tout se passe bien, mais dans le cockpit, quand l'avion entame son approche, il fait un truc que font tous les avions, ou presque. Dis-le dans les commentaires. Mais il sort tout simplement son train d'atterrissage. Et oui, bien joué. Quand on sort le train d'atterrissage, une lumière verte indique que oui, le train est bien descendu et verrouillé, et donc on peut atterrir en toute sécurité. Mais là, la situation est un petit peu plus compliquée, puisque le train avant, selon les ampoules, ne s'est pas verrouillé correctement. Bon, c'est pas si grave si c'est juste une loupiote, hein. Bah justement si. Car si le train avant n'est pas verrouillé correctement, il peut se ranger quand l'avion atterrit, et puis l'avion du coup se posera sur le nez et va frotter sur le sol. Et les suites, je vous laisse un petit peu imaginer qu'elles seront pas toujours réjouissantes à voir. Le commandant de bord relève donc le train avant, puis il le redescend, puis il le remonte, puis il le redescend. Mais il n'est pas vraiment confiant à propos de cette lumière qui reste éteinte. Le mécanicien navigant vérifie les ampoules et... en fait, l'ampoule du voyant semble avoir grillé. Sauf que les pilotes n'ont pas vraiment de moyen de savoir tout de suite si le train est réellement sorti ou non. Quoique ça, ils peuvent le savoir, mais s'il est bien verrouillé surtout. Mais là où ces ampoules sont placées, c'est pas évident pour le commandant d'interagir avec la lumière du verrouillage du train d'atterrissage. Il demande alors à son copilote de mettre le pilotage automatique pour pouvoir lui-même effectuer la manipulation. D'ailleurs, le TriStar avait un pilotage automatique capable de poser l'avion. On est en 1972 quand même, je rappelle, hein, c'est-à-dire il y a plus de 50 ans quand même. Hein. On ne devra pas avoir de soucis avec ça du coup. Mais pendant que le TriStar est en pilotage automatique, les pilotes retirent l'ampoule et la changent. Sauf que... ils arrivent... c'est con, hein. Ils n'arrivent pas à la remettre du coup. Ils n'arrivent pas à remettre le petit bouton. Heureusement, le mécanicien navigant va finir par aller vérifier à vue, en soute. Mais pendant ce temps-là, vous ignorez, tout comme les pilotes, ce qu'il se passe réellement. Le TriStar est en train de descendre sans que personne s'en aperçoive. Tellement concentrés sur leurs problèmes d'ampoule, tellement concentrés à vouloir remettre leur ampoule correctement et enfin qu'elle s'allume en vert, ce qui peut se comprendre au final, ok, parce qu'il faut que le train soit correctement verrouillé. Sauf que personne ne se concentre sur le pilotage en attendant et il est en train de se passer quelque chose que les pilotes n'imaginent même pas. Entre-temps, l'avion tourne et se dirige vers l'aéroport, mais il vole très bas. Et soudainement, enfin, les pilotes réagissent et remarquent qu'ils ne sont pas à 2000 pieds, mais que leur altitude est maintenant de, 20 à 50 mètres de haut, donc ça fait à peu près entre 80 et 170 pieds du sol, ce qui est très bas. Le temps de remettre la poussée maximale pour reprendre l'altitude, c'est déjà trop tard. Le TriStar heurte le sol marécageux de la zone et bien évidemment va finir par exploser. Alors,
Pourquoi ne pas avoir tiré simplement sur le manche pour redonner rapidement de l'altitude? En fait, c'est pas si simple que ça, parce qu'avec un gros porteur comme ça, puis juste tirer sur le manche sans redonner de puissance, ça aurait conduit à un décrochage. Ils ont donc eu le bon réflexe, mais bien trop tard. Alors que l'un des pilotes aurait dû s'occuper de l'approche et l'autre de l'ampoule, ils sont tous les deux restés concentrés sur ce souci de lampe à fond, sans s'occuper du reste, en laissant complètement tomber le reste de l'avion, le reste du vol. Le contrôle aérien apprend par un autre avion que le vol Eastern Airlines 401 s'est certainement crashé, affirmant avoir vu un gros éclair. Dans l'avion, de nombreux 101 morts, mais 75 survivants, tous blessés, hein, bon, évidemment, certains brûlés par le souffle de l'explosion surtout, mais d'autres infectés par les marécages, un petit peu dégueulasses quand même, et c'est là qu'il y avait des personnes qui pêchaient dans les marécages et qui sont venues les aider, les secourir comme ils pouvaient. Bon, on va voir maintenant qu'est-ce qui s'est passé. En soi, on l'a un petit peu vu, hein, mais il faut savoir qu'encore, pourquoi l'altimètre ne s'est pas réveillé et pourquoi le pilotage automatique n'a pas maintenu l'avion à sa hauteur de 2000 pieds, comme il était convenu en fait. Après tout, les pilotes ne surveillaient pas vraiment l'avion, en fait, car ils faisaient totale confiance au pilotage automatique. Sauf que justement, c'est pas le pilotage automatique qui est en cause là. Parce que c'est pas juste un petit souci de lumière en fait. Le contrôleur aérien aurait pu repérer le problème d'altitude incorrecte, mais le contrôle aérien était pris sur un autre vol juste avant, qui avait rencontré quelques ennuis, et les contrôleurs aériens étaient encore un petit peu concentrés sur le vol précédent et n'ont pas mis l'attention nécessaire à la surveillance du vol Eastern Airlines 401. Le contrôle aérien suppose, après avoir demandé à l'avion de tourner, que tout se passe bien, mais c'est justement à ce moment-là, exactement, que l'avion tombe. Sauf que tout ça ne serait jamais arrivé sans que le commandant de bord, par inadvertance, active un mode de descente via le pilotage automatique. La descente était donc lente, contrôlée, tranquille, sans que personne ne remarque rien. Ils ont au final concentré toute leur attention sur un problème qui n'était pas un, créant eux-mêmes un autre problème, les conduisant au crash. Pourquoi? Tout simplement car le train d'atterrissage était sorti et verrouillé. Oui, tu le savais depuis le début, toi-même je suis sûr, que la petite ampoule déconnait, c'était juste ça. Ils auraient donc pu atterrir en toute sécurité. Maintenant, je vais vous parler d'autre chose un petit peu mystérieux. Très mystérieux. Quand un avion est détruit comme ce TriStar, tout n'est pas perdu. Certains accessoires peuvent être réutilisés et donc remis dans d'autres avions du même modèle. Mais une vingtaine de fois, des personnes disent avoir vu le commandant de bord, ou le mécanicien navigant. Leur fantôme en quelque sorte. La rumeur se met alors à circuler que les pièces en question sont hantées par l'esprit des deux membres du cockpit, car ce sont des avions dans lesquels on retrouve les pièces du TriStar du vol 401. Est-ce que c'est vrai ou pas? On ne le saura sans doute pas, mais on peut supposer que quand on montait dans un de ces avions, rien ne disait si les pièces avaient été prises sur le TriStar qui s'est crashé. L'esprit des pilotes qui envahit les avions avec des pièces reprises, Eastern Airlines refute cette théorie. Et le livre Le fantôme du vol 401, écrit par John Fuller, ne sera-t-il que fiction? On ne saura pas, en tout cas la compagnie dément, mais devinez à qui appartenait la compagnie? Eh oui, lui. Ah, décidément, ce bon vieux Donald, qu'est-ce qu'il en a fait des choses? Comme d'habitude, chers passagers, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, laissez un petit like et dites-moi ce dont vous souhaitez qu'on parle dans une prochaine vidéo. Vous pouvez détacher vos ceintures, quant à moi, je précise une nouvelle fois que je ne suis pas pilote, je ne suis pas commandant de bord, je ne travaille dans aucune compagnie aérienne, je suis juste un passionné qui a envie de vous partager sa passion. À mardi prochain, comme d'habitude, 17h30.